Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc, je suis en présence ce soir de Philippe Servézy, qui est le directeur de l'immobilier, et d'Olivier Becker, qui est expert obligataire. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Baptiste. Ce soir, nous avons prévu de répondre au maximum de questions. Nous avons fait des webinaires et certains d'entre vous étaient déjà présents et connectés au mois de juin, où nous avons pu parler d'obligataires, nous avons pu parler d'immobilier. Vous aviez un très grand nombre de questions, nous n'avons pas pu répondre à toutes. Il nous paraissait intéressant d'essayer d'y répondre et de répondre à un maximum de questions. Alors, certains d'entre vous nous ont déjà adressé des questions et c'était l'objet de l'email d'invitation. Donc, on va répondre à celle-ci en priorité. On commencera par un point avec l'immobilier, avec Philippe. On répondra aux questions qui sont relatives au SCPI. On répondra également dans une seconde partie à la partie obligataire avec Olivier. Et on se garde évidemment un temps à la fin pour répondre aux questions que vous aurez pu poser dans le chat. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, et comme à chaque fois, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous en avez l'habitude, on vous passe l'avertissement. Les produits dont on va parler ne sont pas garantis en capital, la liquidité n'est pas garantie non plus et les revenus peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse. Est-ce que ça vous va? Très bien, parfait. Je vous propose de commencer, donc, comme je le disais, avec l'immobilier. On a donc un certain nombre de questions, Philippe. On en aura d'autres et n'hésitez pas à les poser d'ailleurs sur le chat, on prendra le temps d'y répondre après. Encore une fois, un maximum. La toute première, elle n'est pas simple. Quel est l'impact de la chute du marché immobilier sur la valeur du patrimoine des SCPI? D'accord. Je vais en parler déjà dans un plus grand spectre, pas seulement sur les SCPI Quorum. L'impact de la baisse du marché de l'immobilier, je dirais pas que c'est une chute encore aujourd'hui, en tout cas ça dépend des différents marchés. Évidemment, c'est... Quand tu dis, différents marchés, on parle de quoi? On parle d'immobilier professionnel, on parle de pays? On parle effectivement de la distinction entre l'immobilier qu'on va qualifier de commercial, donc professionnel, bureau, commerce, hôtellerie, logistique, et de l'immobilier résidentiel. Et on parle des pays, en effet, qui sont, et on le dit souvent chez Quorum, sur des cycles différents. Qu'est-ce qui se passe sur le marché immobilier? On l'a toujours dit chez Quorum, l'immobilier, c'est finalement, comme les actions ou les obligations dont Olivier va parler, c'est un actif alors, qui est tangible, on peut le toucher, ce qui fait une différence majeure, mais c'est quelque chose qui dépend des taux d'intérêt. Et on l'a toujours dit, l'immobilier dépend des taux d'intérêt. Actif tangible, immeuble, hein, c'est bien ça. Immeuble, tout à fait, on peut le toucher, c'est tangible. L'immobilier dépend des taux d'intérêt, et quand les taux d'intérêt montent, le prix des immeubles baisse. Donc on sort d'une période où les taux d'intérêt étaient très bas, et donc le prix des immeubles était très élevé. C'est le fameux rendement dont on parle régulièrement, et je le rappelle. Parce que les épargnants et ou investisseurs considéraient que le rendement était néanmoins intéressant, même si toi, tu pouvais considérer, chez Quorum, on pouvait considérer qu'il était trop bas, tout à fait, mais que le rendement était suffisamment élevé parce que le placement sans risque ne rapportait rien ou coûtait de l'argent. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça coûtait de l'argent même de laisser de l'argent en banque, donc c'est plus facile pour un investisseur professionnel dans l'immobilier de se dire je vais accepter des rendements de l'ordre de 3%. Donc à titre de rappel, un rendement de 3%, ça veut dire qu'il faut 33 ans pour rembourser son investissement. C'est que le loyer annuel donne 3% par rapport au prix de l'immeuble, donc c'est très faible. Mais c'était accepté dans le marché, on va dire, des années 2016 à 2022, parce que c'était très compliqué de trouver justement de la rémunération pour l'épargne. Et puis, les taux d'intérêt sont remontés pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées dans différents webinaires. On parle de l'inflation, de la guerre en Ukraine, de tout le contexte économique qu'on connaît. Les obligations et les actions, et Olivier en parlera mieux que moi, ont bougé très très vite, les prix ont bougé très très vite et l'immobilier a mis plus de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que l'immobilier est moins liquide. Comme pour un appartement, quand on vend un immeuble, ça prend plus de temps, il faut passer chez le notaire, il y a ce qu'on appelle parfois des droits de préemption, c'est-à-dire la possibilité par exemple pour une mairie d'acheter un immeuble, donc ça prend plus de temps. Et puis le marché a corrigé. Et donc les prix ont baissé. Quand tu dis corriger, c'est qu'il a intégré cette hausse des taux. Il a intégré la hausse des taux d'intérêt. Et donc mécaniquement, ce qu'on devrait constater en fin d'année 2023, quand les SCPI vont faire valoriser leur patrimoine, comme elles le font chaque année, c'est une obligation réglementaire, c'est forcément une baisse des prix, mais qui sera pas une baisse des valeurs, mais qui ne sera pas la même pour tout le monde. Parce qu'il y a deux façons d'anticiper une éventuelle chute des prix de l'immobilier, pour reprendre les termes de la question. Soit on se dit qu'on joue le jeu du marché, et donc on accepte, entre 2016 et 2021, 2022, pendant les années fastes où l'argent ne coûtait rien, on accepte de payer très cher des immeubles, d'avoir des taux de rendement très bas, d'avoir des prix du mètre carré très élevés, et on se dit, on joue le jeu, on collecte, on investit.
soit on refuse de jouer ce jeu-là, ce qui a plutôt été notre cas chez Quorum, un peu plus que plus tôt, oui. on a limité notre collecte, je pense que tu es bien placé pour en parler, et on a refusé d'acheter dans les pays où on considérait que c'était trop cher, on a refusé d'acheter en France, on a refusé d'acheter en Allemagne, et on s'est concentré sur des marchés contre-cycliques, à la fois géographiques. Alors le Royaume-Uni est un très bon exemple puisqu'il a beaucoup souffert après le Brexit. On aura l'occasion d'en reparler. On en reparlera, mais également au niveau des différentes typologies d'immeubles. Donc on a acheté par exemple beaucoup de commerces après la crise du Covid-19 parce que les prix avaient baissé, et on a beaucoup moins acheté de logistique qui était devenu quelque chose de phare. Donc oui, il y a une chute, il y a une baisse des prix. Oui, est-ce que la question c'est est-ce qu'il y a une chute? Est-ce que c'est une vraie chute selon toi? Oui. C'est une vraie chute, mais qui va être très différente selon, j'ai envie de dire, le point de départ. Si vous voulez, quand il y a une chute des prix de l'immobilier, quels sont les immeubles? Et c'est contre-intuitif, parce que souvent on entend la phrase, l'immobilier c'est localisation, localisation, localisation. Emplacement. C'est faux. C'est faux parce que finalement, qu'est-ce qui bouge le plus vite? Ce qui bouge le plus vite en prix, c'est ce qui coûte le plus cher avant la crise. Donc c'est le bureau parisien très bien placé, c'est la logistique, c'est la santé, c'est les immeubles qui coûtaient le plus cher avant la crise qui décotent le plus vite. Pourquoi? Pourquoi est-ce que leur prix bouge plus vite? C'est très simple. C'est ces immeubles-là qui se vendaient sur des taux de rendement autour de 3%, entre 3 et 4%, disons, les immeubles parisiens notamment, la logistique, avant la crise. Et quand vous avez aujourd'hui des taux d'intérêt qui atteignent 4%, évidemment, la valeur de ces immeubles, le rendement de ces immeubles ne peut pas rester à ce prix-là. À l'inverse, quand vous avez acheté beaucoup d'immeubles sur des taux de rendement plutôt plus élevés, autour de, disons, 7%, donc toujours la même chose, loyer annuel sur le prix de l'immeuble qui ramène 7% par an, ça veut dire que vous vous êtes remboursé en un peu moins de 15 ans, ça fait quand même une grosse différence par rapport à 3% et il vous faut plus de 30 ans. Vous êtes beaucoup plus protégé. Donc là, tu es en train de dire, pardon, je te coupe, mais tu es en train de dire que, contrairement à ce qu'on apprend, quand il y a moins de rendement, ça ne veut pas forcément dire moins de risque. Absolument. C'est ce que l'on pense tous, alors que là, tu es en train de dire l'inverse. Absolument. Finalement, plus vous avez de différentiel entre le niveau des taux d'intérêt et le rendement que vous rapporte votre immeuble, plus vous êtes protégé d'une certaine façon, puisque que vous ayez des taux d'intérêt à 1% ou à 4%, si on reprend cet exemple-là, vous avez quand même encore une différence satisfaisante dans la rémunération de votre argent. À l'inverse, si vous prenez le risque d'acheter quelque chose à 3% et que les taux remontent, et que vous savez que dans le passé, il y a eu des taux à 4-5% en France et dans d'autres pays européens, vous savez que vous êtes en risque en cas de retournement de marché. Ok. Et donc, si on veut répondre concrètement à la question quel est l'impact de la chute du marché immobilier sur la valeur du patrimoine des SCPI, tu peux peut-être parler des SCPI Quorum. Alors, quand tu dis qu'on a acheté plutôt à 6-7% et parfois plus, ça veut dire qu'on a l'impression que tu dis que ça va protéger la valeur du patrimoine des SCPI, mais que ce ne sera potentiellement pas le cas partout. Alors effectivement, on va avoir l'occasion d'en parler, mais on est très serein chez Quorum sur nos valeurs pour différentes raisons. La première, c'est effectivement que nous, on a toujours eu cet ADN de fuir les cycles haussiers, de refuser de jouer le jeu du marché quand on le considérait trop cher, et c'était le cas, on l'a suffisamment dit, sur les 5 dernières années. Donc on a acheté plutôt sur des taux de rendement élevés, sur des prix bas et sur des valeurs et des immeubles qui étaient souvent dévalorisés. Il y a une question de timing qui est très importante. Acheter de l'hôtellerie ou du commerce après le Covid, c'était plutôt quelque chose, on le verra sur nos valeurs d'expertise en fin d'année, d'assez intelligent. Et il y a autre chose qui nous protège, c'est important aussi de le dire, c'est que grâce à vous et grâce à votre épargne, on continue à beaucoup investir depuis 1 an. Et on va le voir juste après. Exactement, on fait également plutôt de très jolis coups sur le marché avec plutôt beaucoup de marge sur la vraie valeur des immeubles. Ok, merci, c'est une parfaite transition. C'est la seconde question. Concrètement, comment arrivez-vous à tirer parti du contexte actuel? Peut-être que tu peux nous donner quelques chiffres, on va avoir une diapositive, mais tu parles de coûts, c'est un peu plus que des coûts, c'est des opportunités, je pense, qui sont saisies et des négociations. Mais justement, comment on tire profit, comment tes équipes tirent profit de ce contexte? En fait, on est passé très clairement d'une position très faible quand on était investisseur dans le marché des 5-6 dernières années, où on était vraiment dans ce qu'on appelle un marché de vendeurs, où les vendeurs finalement savaient très bien qu'ils trouveraient un acheteur au prix qu'ils attendaient, à un véritable marché d'acheteurs. On est passé d'un marché où on avait énormément de concurrence à un marché où on en a beaucoup moins. Ce qu'on voit nous concrètement aujourd'hui, du fait qu'on collecte encore beaucoup d'épargne, ce qui nous permet
de ne pas avoir recours à la dette quand on fait nos offres à l'acquisition. Donc on fait des offres. Donc c'est-à-dire que la SCPI n'emprunte pas pour acheter, elle utilise à 100% l'épargne qui nous est confiée. Donc on fait des offres sans condition de financement qui sont extrêmement valorisées dans le marché actuel puisque chaque vendeur au cours des derniers 12 à 18 mois a expérimenté, a eu une mauvaise expérience on va dire avec un acheteur qui n'a pas réussi à se financer. Donc aujourd'hui ils préfèrent des offres un peu dégradées en montant mais en cash. Plutôt que d'accepter une offre, parfois sur un montant plus élevé, mais avec un acteur qui a besoin d'avoir recours au financement. Alors la question c'était concrètement. J'y viens. Effectivement, vous le voyez sur la diapositive, on a quasiment 1 milliard d'euros engagés aujourd'hui entre ce qui a déjà été signé depuis le début de l'année et ce sur quoi on est en exclusivité avec le vendeur. Donc en exclusivité, ça veut dire qu'on est proche de signer une promesse de vente ou un acte définitif. Ok. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à engager autant Alors engager, c'est pareil. Excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on a réussi à engager autant de ce qu'on appelle d'audit sur les immeubles? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on avance sur autant d'immeubles sur des volumes aussi importants alors qu'on est finalement au mois de juillet, donc on est encore assez tôt dans l'année et qu'on sait que normalement la période de fin d'année est assez importante. Parce qu'en fait, on vit un phénomène assez extraordinaire, c'est que ce marché s'est complètement retourné, c'est-à-dire qu'on est depuis 12 mois dans un marché d'acheteurs. Oui, c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, on n'est plus dans une logique d'aller convaincre le vendeur. C'est le vendeur qui nous appelle, parfois sur des dossiers qu'on a regardés il y a 6 mois ou 8 mois, en disant « Est-ce que vous êtes toujours intéressé? On est prêt à baisser notre prix. » Et donc aujourd'hui, on est un peu dans la situation, pour prendre une image, de quelqu'un qui est devant un très grand buffet, à qui on propose plein de choses, et on se sert. Et notre travail aujourd'hui, c'est de se servir en prenant les meilleurs plats, donc les meilleurs rendements, les meilleurs immeubles, et de faire cet arbitrage entre à la fois parfois des rendements très élevés, des super qualités de locataires, des baux, des engagements moyens de locataires le plus long possible pour on le protéger. voit à l'écran, on est quasiment à 11 ans. Pour protéger votre épargne et ensuite de choisir les plus belles décotes parce que ce sont les plus grosses décotes d'aujourd'hui qui vont créer vos plus-values de demain. Plus un immeuble, la valeur d'un immeuble a bougé dans cette période et c'est souvent parfois les immeubles qui coûtaient les plus chers hier qui changent le plus vite, puisqu'on en parlait dans la question juste avant, il faut à nouveau mettre un rendement supérieur au taux d'intérêt, donc forcément ça bouge plus vite, qui sont les plus intéressants aujourd'hui. Et donc on est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui de préparer les futures plus-values de vos SCPI. Merci. Je pense que effectivement, quand on voit les montants investis ou engagés, comme tu le dis, et ça pourrait nous valoir les foudres de Frédéric, mais quand on voit les montants en jeu, on voit effectivement qu'il y a de l'avance, on va dire, par rapport à l'année 2022, par exemple, où les investissements s'étaient surtout concentrés, ou en tout cas, ça avait accéléré très fortement en fin d'année. Oui, sachant que l'année 2022 avait déjà été une année extraordinaire. Ouais. On avait investi 1,2 milliard de mémoire, mais on peut citer des années précédentes, comme en 2021 par exemple, où le marché était revenu très fort après le Covid. On avait investi de mémoire au total un peu plus de 700 millions d'euros. On voit qu'aujourd'hui, à un peu plus de mi-année, on est déjà engagé sur plus que ce montant-là. Donc on a beaucoup de visibilité et c'est extrêmement important parce qu'on est en train de faire monter à la fois le rendement moyen de tous nos portefeuilles, donc de toutes nos SCPI, et de préparer les plus-values. Et de préparer des plus-values, c'est ce que tu disais. Alors, parfait, merci. Et donc, je dis parfait par rapport à ta réponse, parce que ça me permet d'enchaîner. Voyez-vous des secteurs et pays à risque ou au contraire favorables dans ces conditions? On a souvent parlé, tu es souvent revenu sur le sujet du bureau, par exemple, sur le commerce. Quels sont les secteurs et les pays à risque ou pas, ou là où il y a du potentiel, justement? Alors, les secteurs à risque dans le contexte actuel, c'est toujours les mêmes. C'est les secteurs qui coûtaient le plus cher il y a encore quelques mois. Parce que forcément, si vous avez acheté de l'immobilier il y a quelques mois sur des taux de rendement très bas, aujourd'hui, vous avez un problème de valeur. Et l'immobilier qui coûtait très cher, c'était l'immobilier, notamment en France, en Allemagne, de ce qui était le plus à la mode, donc la logistique notamment, la santé, ce genre d'immeubles. Et là, vous avez... Oui. Donc là, il y a un risque. Là, il y a un risque. À l'inverse, en acheter aujourd'hui, de la logistique qui a encore plutôt décoté de façon intéressante depuis maintenant 1 an, ça peut être intéressant. Mais le risque, il est là. On entend beaucoup parler du bureau. Je sais qu'il y a beaucoup de questionnements sur le bureau. Nous, le bureau, aujourd'hui, on le voit plutôt comme une opportunité. Pas tout. Il faut bien choisir le bureau, il faut bien choisir le locataire. Il faut que le locataire
utilisent bien ce bureau. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de le vérifier. On a notamment accès, par exemple, au badge des employés dans les bureaux pour savoir à quel point ils utilisent leur bureau. C'est des données qui nous sont extrêmement intéressantes quand on fait nos acquisitions. Et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, c'est peut-être plus intéressant d'acheter du bureau sur des taux de rendement très élevés, on en reparlera prochainement, du 8, du 9% parfois, que de continuer à acheter de la logistique à 4%. En tout cas, ça nous semble Parce que la logistique peut encore être vendue, un immeuble de logistique pardon, peut encore être vendu à 4%. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains fonds institutionnels qui ont levé énormément d'argent sur le secteur de la logistique, donc ils ont encore énormément d'argent à déployer sur ce secteur-là. Donc, on leur a confié beaucoup d'épargne et ils doivent l'utiliser. On leur a confié beaucoup d'épargne et ils doivent l'utiliser et ils ont une durée de 3 ou 4 ans pour l'utiliser. Et donc pour ces fonds qui ont parfois été mis en place en 2022 par exemple, avant le début de la crise, il y a encore beaucoup d'argent à déployer, donc ils sont encore parfois très agressifs sur les prix et ils sont encore prêts à payer très cher. Et là, effectivement, on est dans une zone qui est peut-être un petit peu plus risquée de notre point de vue. Ok, mais tu n'as pas répondu, tu as parlé de la France et de l'Allemagne. A contrario, quels pourraient être les pays aujourd'hui où il y a peut-être plus d'opportunités? On a parlé des risques, mais où est-ce qu'on peut tirer profit du contexte? Les pays du nord de l'Europe, on en avait parlé lors du précédent webinaire, ont vu leur prix changer plus rapidement. Plus vite qu'en France? Tout simplement parce que les dossiers se font plus vite. Pour acheter un immeuble, ça va beaucoup plus vite quand on est au Royaume-Uni par exemple, où ça peut durer 6 semaines. Même chose aux Pays-Bas ou en Irlande. Donc les prix bougent plus vite qu'en France ou en Allemagne, où les dossiers prennent plus de temps. Donc on voit beaucoup d'opportunités dans ces pays-là. Ok, merci. Prochaine question. Avec la baisse récente de la livre, la valeur de la part de Quorum XL peut-elle baisser? On peut peut-être rappeler, avant de répondre, que Quorum XL est investi de manière assez importante. C'est plus de 50% du patrimoine qui est investi au Royaume-Uni. Alors, elle est aussi investie en zone euro, en Pologne, en Norvège et au Canada. Mais c'est vrai que la part du Royaume-Uni est assez importante. Et c'est vrai qu'on voit la livre fluctuer assez fortement. Tu peux peut-être y revenir parce que c'est une partie importante de Quorum XL. C'est une partie extrêmement importante de Quorum XL. C'est même une partie de l'ADN de Quorum XL qui a été créée finalement en réaction un peu au Brexit où on voyait de l'opportunité. Alors, pour bien répondre à la question, la baisse récente de la livre, en fait, la livre récemment, elle est plutôt montée. Ça dépend comment tu positionnes le récent. Si c'est 5 ans, oui. Effectivement. Alors, effectivement, la livre était basse quand on a lancé Quorum XL puisque ça faisait partie de la stratégie. Donc le graphique le montre très bien. Avant le Brexit, on avait une livre qui était très élevée puisque un pound valait 1,45 €. Quand on a lancé Quorum XL, on a atteint parfois des taux extrêmement bas avec un pound pour 1,10 €. Et la moyenne, on va dire, des acquisitions de Quorum XL, elle a été faite sur un pound vaut 1,14 €. Qu'est-ce qui s'est passé? En fin d'année 2022, au moment où on a valorisé le patrimoine de Quorum XL, la livre était basse. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni souffrait de la crise actuelle. C'est souvent un marché qui réagit très vite. Donc ça a été un des premiers marchés à bouger. La livre... Sur tous les aspects, quand tu dis marché, c'est et immobilier, pas que l'immobilier, sur l'économie en général. L'économie en général. On va dire que les Anglais sont plutôt souvent en avance sur nous au niveau économique. Donc la livre était basse et le patrimoine de Quorum XL a été valorisé en fin d'année 2022 à 1,12. Un pound valait 1,12 €. Ce qui était extrêmement bas, puisque si on se rappelle de l'année précédente, au 31 décembre 2021, on avait clos l'exercice à un moment où un pound valait 1,19 €. Donc c'est une baisse structurelle de plus de 5%. Donc c'est quand même important, juste lié à la livre. Ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est que la livre remonte elle progresse gentiment. Il y a encore quelques jours, elle atteignait 1,17, donc un pound pour 1,17, ce qui est à nouveau relativement satisfaisant. Et puis, ce qui est important sur Quorum XL, ça va être à la fois les moments où on va encaisser les loyers. Donc là, on vient d'encaisser les loyers du 3e trimestre du Royaume-Uni sur une livre plutôt élevée, et vous allez le voir, ça va avoir un impact évidemment sur le dividende. Et ensuite, il faudra voir la photo au 31 décembre 2023 et qui fera foi. Mais la livre est plutôt sur une tendance haussière, donc c'est pour l'instant plutôt prometteur pour le patrimoine de Quorum XL. Ensuite, sur la valeur de la part, Quorum XL a acheté beaucoup d'immeubles depuis le début de l'année. On vient de faire une très grosse acquisition aux Pays-Bas pour plus de 85 millions d'euros sur un taux de rendement très élevé. Donc la part du Royaume-Uni... proche de 7,5%. Donc la part du Royaume-Uni, elle va aussi baisser un petit peu. Et je ne veux pas m'avancer, on est qu'au mois de juillet, mais ce que je peux dire à date, c'est qu'entre le travail qui est fait dans la gestion immobilière sur nos immeubles, sur Quorum XL en général, et notamment au Royaume-Uni,
la livre qui est plutôt haussière et qui remonte, et le marché du Royaume-Uni dans lequel nous on est très présent et qu'on voit bouger plutôt dans le bon sens, même s'il y a encore évidemment des opportunités, on est relativement confiant sur nos valeurs d'expertise en fin d'année. Voilà. Et alors ça répond effectivement à une éventuelle baisse du prix de la part de Quorum XL. Et on peut rappeler aussi que Quorum XL a eu 5 ans cette année et qu'elle va pouvoir, même si tu as dit que le marché était plutôt destiné aux acheteurs aujourd'hui, mais elle pourrait, en tout cas aujourd'hui, elle est en capacité de vendre des immeubles éventuellement, ce qu'elle ne pouvait pas vraiment faire auparavant, ou en tout cas c'était très marginal. Quorum XL, c'est une SCPI qui est géniale à gérer. C'est une SCPI qui est géniale à gérer parce qu'on a à la fois cette composante immobilière et cette composante de devise, et c'est une SCPI qui est extrêmement opportuniste. Ça veut dire qu'effectivement, on l'a toujours dit, si à un moment le travail de gestion est fait, on a renouvelé de nombreux baux, on a des baux longs et la livre retrouve un niveau élevé, on peut vendre, même dans des proportions assez importantes, certains immeubles de Quorum XL. Et là où tu as raison, c'est que comme on a effectivement acheté certains immeubles de Quorum XL il y a maintenant 4 ou 5 ans sur une livre qui était très basse et que la livre est en train de reprendre des couleurs, c'est ce qu'on s'est dit, on pourrait tout à fait envisager effectivement des ventes avec des plus-values relativement intéressantes d'ici, pourquoi pas, la fin de l'année. Ok, merci. Les nouvelles SCPI sont-elles plus intéressantes que les anciennes dans ce contexte ? Alors, les nouvelles SCPI sont-elles plus intéressantes que les anciennes dans ce contexte? Alors, qu'est-ce qu'on appelle déjà les nouvelles SCPI? J'imagine que c'est les SCPI ça peut être Quorum Orion, par exemple, qui est relativement récente. Qui sont relativement récentes et qui peut-être tirent profit de ce marché un peu dégradé. Parce qu'elles n'ont pas le stock qui a été acheté en 2016, par exemple, à 3%. Exactement. Alors, il y a deux types de profils, je pense, de nouvelles SCPI. Quand on va se dire que ce sont des SCPI qui ont été récemment mises en place, il y a celles avec les frais et celles sans frais, parce que je pense que c'est quand même sans un peu frais différent. d'entrée. Sans frais d'entrée, tu as tout à fait raison. Les SCPI sans frais d'entrée, au-delà de la stratégie à l'investissement, et voilà, il y a quand même un risque aujourd'hui, c'est que dans le contexte actuel qui peut être un peu anxiogène, on est quand même sur des sociétés, sur des SCPI où c'est plus facile pour le client de sortir relativement vite parce qu'il n'a pas payé de frais. Donc il y a un risque de liquidité qui est peut-être un peu plus important. Ensuite, si on prend le contexte global à l'investissement, les SCPI les plus intéressantes aujourd'hui, dans ce contexte, pour moi, ce n'est pas forcément un critère d'ancienneté ou de nouveauté, c'est un critère de collecte. Les SCPI intéressantes en ce moment, ce sont les SCPI qui collectent. Parce que soit elles ont fait les bons choix dans le passé et elles vont pouvoir continuer à collecter et bénéficier de ce marché, de cette confiance et bénéficier de ce marché. Donc à la fois la valeur de leurs immeubles est sous contrôle et ils sont sereins, le patrimoine est de qualité, il n'y a pas beaucoup de vacances et ils vont pouvoir remonter encore plus les niveaux de rendement et profiter de ce marché d'acheteurs comme on en parlait. Tu veux donner des noms? Non, je laisserai chacun se faire son opinion. Ce qui est peut-être un peu moins intéressant dans le contexte actuel, ce sont les SCPI qui ont plus de difficultés à collecter. Ce qui peut être le cas, notamment si les rendements de l'année précédente étaient un peu plus bas, puisque on est dans un contexte où le livret A ramène 3%, donc des SCPI qui vont rapporter peut-être 3,75, 4%, vont peut-être être un peu moins attrayantes pour une partie de l'épargne des Français notamment. Et là, ce qui peut être un petit peu risqué, c'est si ces SCPI-là ne collectent plus, elles vont à la fois devoir gérer potentiellement le patrimoine qui a été acheté au cours des dernières années, parfois peut-être un peu cher, et elles ne vont pas pouvoir corriger finalement le rendement moyen de leur portefeuille, de leur SCPI, en profitant justement de la baisse des prix actuels. Donc c'est un peu tout l'enjeu. Et donc je ne ferai pas forcément la distinction entre nouveaux et anciens, je ferai la distinction entre ceux qui aujourd'hui bénéficient d'épargne et de collecte, et donc du marché. Alors qu'on avait dit jusqu'à présent chez Quorum que ce n'était pas la collecte qui était le bon indicateur. En tout cas, ça, c'était sur les 10 dernières années. Et on le pense toujours. Mais sauf qu'aujourd'hui, celles-ci vont pouvoir saisir des opportunités, donc améliorer le rendement et leur patrimoine. Pour dire les choses simplement et de façon concise, c'est dommage de ne pas bénéficier du marché actuel. Et pour bénéficier du marché actuel, il faut de l'argent, il faut collecter. Ok, merci. Une dernière question, après on passera à l'épargne obligataire. Pourquoi les dividendes de Quorum Orion sont en baisse sur les derniers mois ? Alors, pourquoi les dividendes de Quorum Orion sont en baisse sur les derniers mois? Alors, les dividendes de Quorum Orion, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on fait 5,75 sur le premier trimestre et 5,90 sur le deuxième. Donc, on est quand même sur des standards qui sont
très correct. Je rappelle que l'objectif, c'est 4,5%. On s'était d'ailleurs, par ailleurs, je me permets de te couper, mais on s'était excusé parce qu'on avait commis une erreur manuelle lors du versement du dividende du mois de mars qui était intervenu en avril. On avait communiqué évidemment sur cette erreur et on s'était excusé, mais au final, les résultats sont ceux que tu mentionnes. Tout à fait. Et je ne sais pas si la question a été posée avant ou après le 10 juillet où on a versé le dividende de juin, mais je crois que le dividende de juin a plutôt été une bonne surprise pour nos clients et pour nos épargnants. Pourquoi les dividendes de Coromarion sont en baisse? En fait, les dividendes de Coromarion ne sont pas véritablement en baisse. C'est juste que Coromarion grossit et Coromarion grossit très vite. Donc, elle bénéficiait moins de l'effet, on va dire, d'investissement extrêmement rapide de la collecte. Parce que et pourtant, tu nous dis qu'on investit avec des meilleurs rendements. Et pourtant, on investit avec des meilleurs rendements. C'est-à-dire que si on prend le rendement moyen de l'investissement de Coromarion sur les 6 premiers mois de l'année, on est au-dessus de celui de l'an dernier. Et puis, il y a autre chose qui est quand même extrêmement important. Qui est probablement la raison majeure. Pourquoi est-ce que le rendement a baissé en 2023 sur Coromarion? Très légèrement, je tiens quand même à le repréciser. On a augmenté le prix de part. Et on n'a pas augmenté le prix de part de 0,5 ou 1%, on a augmenté le prix de part de 5,4% de mémoire. Et quand on augmente un prix de part dans une SCPI, ça a un impact extrêmement important, puisque je rappelle que comment on calcule le dividende, c'est la division de l'intégralité des loyers sur le prix de part. Donc si vous augmentez le dénominateur, mécaniquement, vous baissez le dividende. Mais il se trouve que les immeubles de Coromarion étaient valorisés sensiblement au-dessus des prix à l'acquisition qu'on avait eu sur votre SCPI. Plutôt dû, je pense, à une bonne gestion, et que nous, on a toujours une ligne très claire sur ce sujet. On cristallise la valeur dans la poche de nos épargnants. Ouais. Et la seule façon de le faire, c'est d'augmenter le prix de part. Parce qu'être décorrélé de la véritable valeur et ne pas bouger le prix de part, pour garder un rendement stable ou correct, peu importe comment on va l'appeler selon la SCPI, on ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Donc la raison majeure, c'est vraiment l'augmentation de prix de part qui, je pense, était plutôt une bonne nouvelle pour nos clients. Et rappelons peut-être que alors tu évoquais les dividendes du premier trimestre, du second trimestre, 5,70, 5,90, ou en tout cas dans ces niveaux-là. Rappelons l'objectif de 4,5%. Si on a toujours pour objectif d'atteindre cet objectif ou de le dépasser, aujourd'hui, on peut se dire que jusqu'à présent, en tout cas, la mission est remplie et on espère avoir de bonnes nouvelles en fin d'année. La mission est tout à fait remplie et elle le sera encore en fin d'année. Et il y a quelque chose d'important sur Coromarion, c'est une SCPI très jeune où on a eu, je pense, des résultats qui étaient plutôt relativement bons, en tout cas très sensiblement supérieurs aux objectifs sur ces 3 dernières années. On a augmenté le prix de part de mémoire de quasiment 7,5% si on additionne en 3 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui vont arriver sur Coromarion et plus on va avancer dans le temps, plus on va pouvoir aussi vendre. Elle a bénéficié de moments de marché extrêmement intéressants parce qu'elle a été lancée pendant le Covid et elle bénéficie du marché actuel. Elle a une très bonne collecte. Donc on a plein de bonnes nouvelles qui viendront prochainement sur Coromarion. Ok, merci Philippe. Je te reposerai des questions. On va passer à la partie obligataire avec Olivier. Donc de la même façon, on a reçu un certain nombre de questions qu'on va afficher à l'écran. Et puis il y aura des questions qui sont intervenues sur le chat et que je vous poserai ensuite. Olivier, donc tu es spécialiste obligataire. Où en est-on concernant l'évolution de l'inflation et celle des taux d'intérêt ? Alors peut-être avant de répondre à la question, savoir où on en est en 2023, peut-être un tout petit rappel très bref de ce qui s'est passé en 2022 quand même, qui était une année assez exceptionnelle. Vous l'avez sûrement observé, en 2022, on a eu une inflation extraordinairement élevée qui a atteint plus de 10% en Europe. Dans un contexte, je rappelle, de déclenchement d'une guerre en Ukraine, de sortie de la crise Covid. Donc un environnement tout à fait exceptionnel qui a poussé les banques centrales donc à relever leur taux directeur, à relever le coût de l'argent d'une certaine manière, pour essayer de freiner un petit peu l'économie, ralentir le moteur et donc faire baisser l'inflation. Et donc ça a été l'année 2022. Très forte hausse de l'inflation et donc forte hausse des taux. Par exemple, le taux auquel l'État français empruntait en début 2022, c'était légèrement négatif et il est de presque 3% aujourd'hui. Donc vraiment un environnement de très forte inflation, très forte hausse des taux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? 2 choses. La première chose, c'est que l'inflation, elle baisse. Elle a baissé déjà sensiblement puisqu'on était à plus de 10% au plus haut en septembre 2022. On est à 5,5% aujourd'hui en Europe. 4,5% en France, on est un peu mieux lotis depuis le début de cette crise d'inflation en France.
Et du coup, on est dans un environnement où on a gagné quand même en visibilité, en stabilité, puisque l'inflation, on voit qu'elle a quand même amorcé sa décrue. Je parlais des banques centrales tout à l'heure qui sont intervenues très vite et très fort l'année dernière. On a maintenant une assez bonne visibilité sur le fait qu'elles vont probablement adopter une politique un peu plus neutre. Elles vont peut-être moins augmenter les taux, notamment ou moins sensiblement. Aux États-Unis, la Banque centrale américaine, la Fed, a déjà fait une pause dans son relèvement des taux. En Europe, je pense qu'on s'y dirige doucement mais sûrement. Enfin, en tout cas, on a une meilleure visibilité. Et donc, l'inflation qui a baissé, les taux aussi qui ont un petit peu reflué. Je parlais de l'exemple français tout à l'heure, le 10 ans français, il était à 3,2 au plus haut, on est à 2,9. On sent qu'on est dans une phase de stabilité, de plus de calme, donc un environnement plus rassurant pour l'épargne, je trouve. Ok, merci. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour profiter justement de ce rebond, en tout cas de cette hausse des taux pour la partie obligataire, pour l'épargne obligataire? C'est une bonne question parce que j'ai parlé tout à l'heure de la forte hausse des taux en 2022. Ça a eu pour conséquence de faire baisser sensiblement les prix. Philippe en a parlé d'un certain nombre d'actifs, les obligations, les actions, un petit peu l'immobilier. Et donc les obligations ont baissé dans leur ensemble en 2022. Elles ont rebondi en revanche très fortement depuis le mois de septembre. Le marché des obligations... On le voit à l'écran. Enfin, quand tu dis elles ont rebondi, c'est le rendement qui a fortement progressé. Oui, alors peut-être juste un tout petit bref rappel. Une obligation, c'est la part d'une dette d'une entreprise. Une action, c'est la part du capital. Une obligation, c'est la part d'une dette. Et donc l'obligation, elle est utilisée par les entreprises pour se financer. Et donc les obligations, elles ont baissé dans ce contexte de forte hausse des taux en 2022. Elles ont rebondi fortement depuis septembre. Les obligations à haut rendement, les obligations qu'on appelle à haut rendement, elles sont proposées par des entreprises qui sont un petit peu plus petites que les multinationales du CAC 40, par exemple, mais on parle quand même d'entreprises dont le chiffre d'affaires se chiffre en milliards, quand même d'euros. Donc, quand même des grandes entreprises. Mais cette typologie d'obligations, elle a fortement rebondi. Elle a rebondi de près de 10% depuis le mois de septembre et de plus de 5% depuis le début de l'année. Donc là, effectivement, la question de nos clients et partenaires est légitime. Est-ce que c'est pas trop tard? Je pense qu'on le voit bien à l'écran. La question, c'est toujours le point d'entrée. C'est à quel niveau de rendement on investit sur ce marché des obligations. On voit bien qu'en dépit du rebond assez fort, effectivement, de la performance et du prix des obligations, on est toujours sur un rendement moyen des obligations à haut rendement européenne de plus de 7,5%. Et on voit bien, quand on remonte à 2013, on pourra même remonter jusqu'à 2011, c'est un niveau qu'on n'a pas connu depuis 2011. Donc c'est un niveau qui est véritablement extraordinairement élevé, inhabituellement élevé et qui constitue, de notre point de vue, toujours une opportunité très intéressante. Inhabituelle sur les 10-15 dernières années. Il faut remonter à la crise de l'euro pour retrouver des rendements de ce type-là. Donc toujours une opportunité qui reste pertinente. Ok, merci. Est-ce qu'on doit craindre, on a parlé du contexte avec Philippe et avec toi, tu as rappelé certains éléments justement de contexte. Est-ce qu'on doit craindre une hausse des défaillances de paiement, donc des entreprises qui ne pourraient honorer le paiement de ces intérêts ou le remboursement de leurs dettes? Est-ce que ça va augmenter? C'est une question légitime à deux titres. C'est-à-dire que c'est légitime parce que un rendement ne s'apprécie... C'est le principal risque sur l'épargne obligataire. Un rendement ne s'apprécie qu'au regard du risque qu'on prend. Et donc cette question, elle est légitime. Et elle est légitime aussi parce qu'on est quand même dans une phase de ralentissement économique. Et donc ce qu'on peut dire, c'est plusieurs choses. Déjà, peut-être là aussi un tout petit rappel historique. En moyenne, sur cette typologie d'entreprise européenne à haut rendement, on a un peu moins de 2% d'entreprises qui font défaut, qui n'honorent pas le paiement de leurs dettes tous les ans. Donc 2%, c'est assez faible, sachant que en général, on ne perd pas tout. On a ce qu'on appelle un taux de recouvrement qui est de 50%. Donc on perd en moyenne 1% sur ce marché bien spécifique des obligations au rendement. Alors la question, c'est, effectivement, on a un environnement qui est un petit peu plus difficile. Est-ce que ça va augmenter? Nous, notre réponse, c'est oui, probablement que ça va légèrement augmenter, mais pas de manière très substantielle. Pourquoi? Parce que le premier élément, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, d'un point de vue macroéconomique, on a plutôt des bonnes surprises depuis quelques mois. On s'attendait, rappelez-vous, l'année dernière à une récession importante en Europe. Et finalement, au fil des trimestres, on se rend compte que les économies résistent bien et mieux que prévu. C'est vrai qu'en fin d'année 2022,
on avait moins de, enfin c'est normal, mais on avait moins de visibilité, plus d'incertitudes, et certains scénarios ne se sont pas confirmés. Donc finalement, on est dans ce scénario d'atterrissage en douceur qui fait que les économies résistent bien. On voit bien les taux de chômage, par exemple, qui sont toujours très bas. Deuxième élément qui est lié aux entreprises, et là vous voyez quelques exemples d'entreprises qui sont dans nos portefeuilles, dans nos fonds. On a des entreprises qui, malgré ce contexte inflationniste, ont réussi à continuer de croître, à continuer de bien protéger leur profitabilité, protéger leur marge, et continuent de publier des résultats absolument étonnants presque, tellement ils sont solides en dépit de cet environnement difficile. Donc on a des entreprises qui sont solides, qui ont su s'adapter, qui ont des liquidités importantes au bilan, dans un environnement qui est finalement moins mauvais que ce qu'on attendait. Donc pas de scénario catastrophe de notre point de vue sur les défaillances. Donc une hausse, mais pas un emballement. Pas d'emballement. Alors, ça peut arriver quand même, les défaillances. Je pense que ce n'est pas un sujet tabou pour nous, ça peut arriver. Mais en général, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'une entreprise, elle ne fait pas défaut du jour au lendemain. C'est un processus qui est quand même assez lent. C'est une détérioration progressive d'un business model qui ne sait pas s'adapter, par exemple. Un exemple probablement que vous avez tous lu dans la presse ces derniers jours, c'est l'entreprise Casino, qui est une entreprise à haut rendement. L'entreprise Casino, elle est entrée dans une phase de conciliation avec le tribunal de commerce de Paris en mai de cette année, car elle ne peut plus faire face à l'ampleur de sa dette et puis à la détérioration de ses marges. Mais ça, c'est un processus de détérioration qui a commencé depuis 2015. Oui. Donc ça fait des années qu'on sait, enfin nous investisseurs, qu'on sait que c'est une entreprise qui ne va pas très bien. Et donc ça fait des années que nous, typiquement, on n'est pas investi dans Casino. Donc on peut l'anticiper et on peut l'éviter. On a parlé de hausse des rendements. Est-ce que les entreprises, elles continuent d'emprunter avec des taux d'intérêt élevés ? Est-ce qu'on le voit encore ou elles ont plutôt tendance à être refroidies par ces taux qui sont réclamés par les investisseurs et les épargnants ? Alors c'est vrai que là aussi on voit des phases parfois où les entreprises sont refroidies, comme tu dis. Typiquement c'était l'année dernière. L'année dernière on a un contexte qui était assez anxiogène, de forte inflation, de forte hausse des taux, avec beaucoup d'incertitudes, des craintes de récession, une guerre, etc. Et là, on a eu une année, à l'inverse de 2021, qui était une année record, où les entreprises ont énormément emprunté pour profiter des taux bas et accumuler des liquidités au sortir de la crise Covid. En 2022, clairement, il y a eu un coup d'arrêt. En revanche, depuis 2023, on a un regain d'activité sur ces entreprises qui proposent des nouvelles obligations. Donc qui empruntent dans ce contexte plus stable, plus rassurant que j'évoquais juste avant. Pour donner un chiffre, on a depuis le début de l'année à peu près une trentaine de milliards d'euros de nouvelles obligations qui ont été proposées. Ça, c'est au niveau mondial, au niveau européen. Sur notre marché des obligations. Est-ce que tu peux peut-être rappeler la taille du marché pour voir ce que ça représente ? Un marché qui représente à peu près 500 milliards d'euros. Donc 30 milliards qui ont été émis cette année. C'est le montant de l'année 2022 total. Donc on montre bien qu'il y a vraiment un vrai rebond. Et donc les entreprises, même si elles empruntent évidemment à des rendements, à des taux d'intérêt plus élevés qu'en 2021 par exemple, elles ont toujours besoin de se financer, d'avancer, de refinancer des dettes existantes, de financer des projets. Donc il y a toujours des opportunités. Très bien. Merci. Au regard du rendement offert par les fonds euros, les obligations à haut rendement sont-elles toujours intéressantes ? Tu peux peut-être rappeler les rendements des fonds euros pour qu'on compare. Je pense que là, les chiffres parleront peut-être de même. On va parler de chiffres et puis on va parler aussi de solutions d'épargne. C'est quand même deux solutions d'épargne assez différentes quand même si elles sont constituées d'obligations. Je vais y revenir. Un fonds en euros, c'est un fonds qui est majoritairement investi dans des obligations avec un très très faible risque, mais historiquement un rendement assez faible, mais qui offre une garantie en capital. Donc c'est une solution très prudente, très défensive. Les obligations à haut rendement sont proposées par des entreprises qui ont un petit peu plus de risque, mais beaucoup plus de rendement, donc une solution qui a un potentiel de rendement plus important. Mais si on met des chiffres, la moyenne des rendements des fonds en euros, l'année dernière, c'était 2%. Sachant que ce chiffre-là, il avait été, on va dire, gonflé par l'utilisation par les compagnies d'assurance sur ces fonds anciens de réserves de plus-value pour essayer de lutter contre le livret A qui avait été revalorisé. C'est une précision qui me paraît importante de faire. Tu n'es pas sans savoir, Baptiste, qu'on a lancé, nous, chez Quorum, un fonds euro qui a pour avantage de partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire
d'investir avec des obligations dans l'environnement que je viens de décrire, avec des niveaux de rendement sensiblement plus élevés, alors que les anciens fonds euros sont, eux, d'une certaine manière, chargés d'obligations acquises à des taux très faibles et vont devoir les porter pendant encore très longtemps. Donc on a cette opportunité Quorum Eurolife qui a pour objectif de battre le livret A, mais encore une fois, là on a un objectif de battre le livret A. Je rappelle que son taux a été gelé à 3% il y a quelques jours. Sur les obligations au rendement, on a, vous l'avez vu, 7,5 de rendement. Donc c'est pas le même niveau de rendement. Ça, c'est avant tout frais. Ça, c'est avant tout frais. Mais ce sont deux solutions, une très défensive avec une garantie en capital et une qui, encore une fois, les obligations au rendement dans leur ensemble, c'est 5% de performance depuis le début de l'année. Donc on n'est pas sur le même risque. C'est les chiffres que j'attendais. On compare du 2% à du 5% finalement. Et est-ce que le risque qu'on veut prendre en plus, il est suffisamment rémunéré? Est-ce que 3% sont suffisants? Ça, c'est à chaque épargnant, de juger. Il y a une solution prudente qui, chez Quorum en tout cas, battra le livret A, et une solution d'épargne plus dynamique qui, encore une fois, fait des performances assez élevées depuis le début de l'année et qui a un rendement encore embarqué de plus de 7%, donc qui offre des perspectives intéressantes. Rendement embarqué, c'est... Rendement embarqué, c'est le rendement des obligations en moyenne dans ce marché dans lequel on va piocher. Et donc, quand on achète une obligation, par exemple, à 7,5% et qu'on la garde jusqu'à la maturité, jusqu'à son échéance, jusqu'à son terme, eh bien, on va réaliser une performance de 7,5% brut tous les ans jusqu'à la fin de cette obligation. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'obligation, c'est cette visibilité. Encore une fois, on connaît son prix de départ, on connaît son prix d'arrivée, et donc cette visibilité sur le rendement et sur la performance, c'est particulièrement appréciable en ce moment. Ok. Autre question, quelles solutions de votre gamme obligataire sont les plus appropriées dans le contexte actuel? Alors, il y a plusieurs produits. J'apprécie la franchise de. Il y a plusieurs produits dans la gamme, plusieurs produits d'épargne. Je pense que ce qui est. On n'a pas l'habitude de botter en touche chez Quorum, mais je pense que ce qui est intéressant dans une gamme, justement, c'est d'avoir des solutions. Je ne vais pas vous dire c'est tout le temps, tout est parfait dans toutes les conditions de marché. On a des solutions qui sont différentes, des stratégies d'investissement, des solutions d'épargne qui répondent à des besoins d'épargnants potentiellement différents et qui s'adaptent et qui sont plus ou moins bien appropriés en fonction des conditions. Je vais vous donner deux exemples. L'année dernière, j'ai expliqué, on était dans un contexte 2022 difficile, avec une forte hausse des taux, une baisse des prix des obligations. Dans ce contexte-là, on a deux fonds qui vraiment se sont distingués. On a le fonds qu'on appelle BSD, Quorum BSD, qui investit dans des obligations courtes, avec une échéance très rapprochée, prochaine, et donc qui est moins risqué, qui a moins de fluctuations et qui résiste particulièrement bien dans ces périodes de grandes fluctuations comme l'année dernière. Donc BSD a très bien tiré son épingle du jeu l'année dernière. BCO également, vous connaissez peut-être, c'est notre fonds, notre stratégie historique, qui année après année a montré, à travers les crises qu'il a traversées, sa capacité à limiter la baisse, justement, amortir les chocs, à limiter la baisse. Et encore une fois, l'année dernière, il a fait beaucoup mieux que le marché des obligations au rendement. Donc dans ces deux fonds-là, dans l'environnement difficile l'année dernière, c'était vraiment les solutions les plus pertinentes. Je dirais que dans un environnement comme celui de 2023, on est dans une phase de rebond avec des marchés porteurs, très porteurs. On a, je pense, deux solutions. Moi, ce soir, j'ai envie de mettre en avant. On a Quorum Butler Entreprise, qui est un fonds qui a une échéance, qu'on a lancé fin 2022 spécifiquement pour saisir cette opportunité historique de la hausse forte des rendements. Il a pour intérêt d'avoir une échéance, c'est-à-dire qu'il prend fin en 2029 et donc il offre une très bonne visibilité sur la performance. On y reviendra d'ailleurs, c'est une des questions. On y reviendra, mais c'est ce qui nous permet d'afficher un objectif de performance de 5% net annualisé jusqu'à la fin du fonds. Et puis on a Quorum BEHY, qui est notre fonds dynamique, très dynamique, qui année après année... Très dynamique. Enfin, on s'entend, ça reste de l'obligataire et de l'obligataire à haut rendement. C'est pas. Bien sûr, c'est pas des actions. C'est pas des actions. Non, bien sûr. Mais il a cette capacité d'adaptation qui fait que année après année, il a démontré sa capacité de faire mieux que le marché. Et d'ailleurs, son historique de performance a été récompensé par la plus belle récompense Morningstar de 5 étoiles, et qui montre cette. C'est quoi Morningstar ? Morningstar, c'est un organisme indépendant qui mesure la qualité des différents fonds à la lueur de
l'historique de performance et aussi la stabilité de l'équipe de gestion. C'est comme l'hôtellerie ou les restaurants. Et sauf que ça, c'est le maximum. 5 étoiles, c'est le maximum. Et sauf que ça, c'est remis en question très régulièrement. Voilà. Ok. Et donc, ça me permet d'enchaîner sur une des questions qu'on n'a pas affichées à l'écran, mais qui a été posée. Pourquoi justement avoir choisi 2029? C'est la question de Laurent D. Comme date de fermeture de Corum Butler Entreprise. Beaucoup de vos concurrents ont privilégié 2026. Pourquoi cet horizon plus long, justement, pour Corum Butler Entreprise? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est un petit clin d'œil, mais c'est une vraie raison, je trouve, c'est qu'on a une opportunité aujourd'hui de rentrer sur des obligations au rendement qui offrent 7,5 de rendement annualisé. C'est une opportunité historique, unique. Donc, j'ai envie de dire, autant en profiter le plus longtemps possible. Pas de faire un coup pendant 2 ans. Si on peut les garder jusqu'en 2029 et de faire cette performance sur une durée plus longue, pourquoi s'en priver? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a quelque chose qui est très important. Tout à l'heure, on a parlé de risque de défaillance. C'est évidemment notre obsession, c'est d'éviter l'entreprise qui va avoir un problème ne va pas et qui honorer pourra pas ses nous engagements. rembourser. Évidemment qu'on analyse, on rencontre ces entreprises, on les analyse au quotidien, on passe énormément de temps à faire ça. Il y a une autre chose qui est aussi très simple à faire pour limiter ce risque-là, c'est d'avoir un nombre assez important d'entreprises en portefeuille. Il y en a plus d'une centaine dans les fonds qu'on a décrits juste avant. On peut en avoir plus d'une centaine parce qu'on a un choix qui est très vaste. On peut aller jusqu'en 2029. Si aujourd'hui vous avez un fonds 2026, évidemment l'univers d'investissement il est beaucoup plus étroit puisqu'il y a beaucoup moins d'obligations en circulation et donc a fortiori c'est un fonds qui va être constitué d'une trentaine, peut-être d'une quarantaine au maximum d'entreprises. Donc s'il y en a une qui... Donc tu considères que le risque est plus élevé? Le risque est évidemment plus élevé. Si on a un accident, il va coûter beaucoup plus cher au fond. Donc ça, c'est aussi une saine gestion, je pense, d'être extrêmement diversifié dans nos stratégies. Ça rejoint l'immobilier où on parle toujours de diversification, finalement, c'est la même logique. Tout à fait. On continue sur l'obligataire, une question d'Éric C. Rentrer aujourd'hui sur un fonds daté tel que Corum Butler Entreprise qui cote plus de 100 €, donc c'est le prix de la part, donc qui est plus élevé, elle est au-delà de sa valeur d'émission. Ne fait-il pas perdre de la rentabilité à terme? Alors, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure qu'on évoquait sur est-ce que c'est toujours le bon moment, oui. est-ce que c'est pas trop tard? Alors, la question, c'est pas nécessairement le prix de la part, en fait, qui est le plus important. C'est ce que tu appelles le rendement embarqué? C'est ce que j'appelle le rendement embarqué. Je suis désolé, hein, mais c'est véritablement comme ça. Je pense qu'il faut appréhender un investissement obligataire de type daté. C'est quel est le niveau de rendement auquel je rentre dans ce fonds. Et aujourd'hui, on rentre sur un rendement qui est supérieur à 7%. C'est ça qui est important. Alors évidemment, c'est mieux de rentrer à 8, c'est mieux de rentrer à 9, mais 7%, je rappelle encore une fois que c'est arrivé une seule fois depuis 2011, c'était pendant la crise Covid et ça a duré quelques jours. Donc encore une fois, 7%, dans mes rêves les plus fous en 2021, je ne pensais pas que ça arriverait. Donc ça reste un point d'entrée qui est extrêmement intéressant. Oui, c'est sûr qu'il valait mieux rentrer au mois de septembre, mais au mois de septembre, il y avait encore beaucoup d'incertitudes. Oui, aujourd'hui, il y en a moins. Ce que tu nous dis, Olivier, si on compare aux actions, puisqu'on en parle beaucoup depuis le début, c'est est-ce que les gens qui sont rentrés le 16 mars 2020 pour acheter des actions LVMH ont gagné plus que ceux qui sont rentrés le 19 mars? Oui. Mais ceux qui sont rentrés le 19 mars sont quand même très très contents, je pense, aujourd'hui d'avoir ces actions-là. C'est un peu la même logique. Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'il vaut mieux peut-être rentrer un petit peu plus tard que le point bas. C'est vrai que le point bas, c'était septembre. C'était Patrimonia pour certains avec qui on avait discuté à cette époque. Mais il vaut peut-être mieux rentrer un petit peu plus tard, mais avec plus de visibilité, plus de sérénité. Et c'est aujourd'hui l'environnement dans lequel on est. Ok, Patrimonia qui est un salon de la gestion de patrimoine, salon annuel. Philippe, je sens que tu trépignes. Une question de Jérôme M. C'est au sujet de Corum XL. Donc, pour une SCPI classée en diversifié, Corum XL a 75% de bureaux dans son patrimoine. Prévoyez-vous une vraie diversification sur quels actifs, alors sur quel type d'immeuble? Alors déjà, diversification, c'est un mot qui nous est cher. Mais classé, diversifié déjà. Bon, peut-être revenir dessus, c'est que on est censé être sur tout type d'immeuble et dans tout pays, mais est-ce que tu acceptes finalement d'être classé dans une case pour Corum XL? Alors, pour moi, une SCPI, elle est déjà beaucoup plus diversifiée si elle est dans plusieurs
classe d'actifs, ce qui est le cas de Quorum XL, plusieurs typologies d'immeubles dedans, donc de l'hôtellerie, de la logistique, du bureau, du commerce. Mais là, on est à 75% en bureau. Et surtout, elle est extrêmement diversifiée géographiquement, ce qui, d'ailleurs, probablement pour moi, est encore plus important et plus même un élément même plus différenciant et sur lequel, si on parle sémantique, le mot diversifié s'applique mieux. Mais vous avez raison, Quorum XL, elle est à 75% en bureau. Ça va bouger parce qu'il se trouve qu'on a, en l'occurrence, beaucoup d'immeubles, différents bureaux qui sont en train de rentrer dans le patrimoine de Quorum XL. Je pense notamment à de la logistique et à de l'hôtellerie. Il y en aura... Qui n'ont pas encore été achetés. Il y en aura beaucoup d'ici la fin de l'année. Okay. Beaucoup de choses en cours, donc ça va mécaniquement avoir un impact. Mais on gardera notre prisme opportuniste, qui a toujours été essentiel chez nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas céder à une dictature pour rentrer dans une case. Et si on identifie de bonnes opportunités en bureau, comme ça peut être le cas en ce moment, parce que c'est très décoté et qu'on n'a pas trop de concurrents, on continuera à les saisir. Ça me rappelle finalement, j'avais eu les mêmes questions au moment du Covid sur le commerce, où on avait acheté beaucoup de commerce sur Quorum Origine, notamment en 2020. Et 2021, ce qui aujourd'hui amène beaucoup de diversification sur Quorum Origine. Et j'avais beaucoup de questions sur ce point-là. Et finalement, c'est notre nature opportuniste qui nous pousse à certains moments à avoir ce que je vais appeler des déséquilibres. On l'avait eu aussi sur certains pays. À un moment, les Pays-Bas étaient très élevés sur Quorum Origine. Oui. On a eu la question sur le Royaume-Uni, sur Quorum XL. Mais notre nature opportuniste fait qu'il y aura des moments avec des déséquilibres, mais que mécaniquement, comme on est diversifié et opportuniste et que l'immobilier, on le rappelle, est cyclique, on va revenir à un point d'équilibre. Le meilleur exemple, c'est Quorum Origine. Il suffit de regarder aujourd'hui la répartition du patrimoine de Quorum Origine après 10 ans. Je crois qu'on est autour de 48% de bureaux, 25% de commerce, et le reste se répartit entre logistique, industrielle, éducation et hôtellerie. Et ça me semble être une bonne diversification. Merci. Une autre question donc de Gérald T. Alors que le rendement annuel cible de Quorum XL est de 5%, devrait théoriquement être supérieur à celui de Quorum Eurion, 4,5%. Pourquoi de meilleurs investissements en rendement sont attribués depuis 3 années consécutives à Quorum Eurion au détriment de Quorum XL ? C'est une question que je vais qualifier d'offensive, mais c'est bien, comme l'a dit Olivier, on n'a pas l'habitude de botter en touche chez Quorum. Alors, je suis désolé, je vais commencer par une affirmation, pour le coup, cash et ferme. C'est faux. Okay. C'est-à-dire que le rendement moyen des investissements de Quorum XL sur les 3 dernières années est sensiblement supérieur à celui de Quorum Eurion. Je parle de Quand tu dis sensiblement, des investissements de l'ordre de 15 à 20%. Okay. Pourquoi est-ce que Quorum Eurion a eu une performance supérieure au cours des dernières années? C'est très simple, c'est que Quorum Eurion est une SCPI beaucoup plus petite. Plus votre SCPI est petite, plus votre vitesse d'investissement va avoir d'impact sur le taux de rendement et sur la performance. Donc, Quorum Eurion a bénéficié d'une vitesse et d'une rapidité d'investissement qui lui a permis d'avoir un niveau de rendement très élevé, au-delà du fait qu'on a effectivement réussi dans l'ensemble à investir sur des taux de rendement plutôt supérieurs à ce qu'on pensait, grâce au contexte notamment du Covid, du contexte actuel, on en a déjà parlé. Mais plus Quorum Eurion va grossir en taille, moins cela va avoir d'effet. Et inversement, Quorum XL a atteint, on va dire, son point son point moyen de nivellement, on va dire, du rendement par justement la vitesse d'investissement. Pourquoi ? Parce que Quorum XL a atteint sa taille critique. Aujourd'hui, Quorum XL, à la fin de l'année, ce sera plus de 2 milliards environ dans la SCPI. À partir de là, ça ne bouge plus. Quorum Eurion n'a pas encore atteint cette taille critique, elle va l'atteindre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le rendement de Quorum Eurion va baisser, on en a déjà parlé. Quorum Eurion bénéficie d'un moment de marché assez extraordinaire, avec aussi des plus-values potentielles très importantes à venir. Quorum XL également, on en a déjà parlé, mais Quorum XL achète sur des niveaux de rendement moyens supérieurs à Quorum Eurion. Ouais, c'est ça la question. Ce sont 2 SCPI avec des stratégies différentes. Quorum XL, et on l'a toujours dit, a une stratégie opportuniste, a un objectif de taux de rendement interne, on en a déjà parlé, très élevé à 10 ans. Que n'a pas Quorum Eurion. Et il faut parfois laisser le temps, mais la performance de Quorum XL sera au rendez-vous. Pour toi, Olivier, UXC, c'est la question du participant. L'arrivée des nouveaux souscripteurs sur Quorum Butler Entreprise ne dégrade-t-elle pas la performance proposée aux clients qui ont souscrit précédemment ? Qu'est-ce que la collecte quotidienne qui arrive sur Quorum Butler Entreprise a un impact et va
minorer la performance de ceux qui étaient déjà là finalement et qui ont pris le risque plus tôt. Non, absolument pas. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui sont entrés dans Corum Butler Entreprise tout au début, eh bien, sont entrés sur un niveau de rendement un petit peu plus élevé. C'est vrai, ils sont peut-être entrés pour certains à presque 8 en toute fin d'année 2022. Aujourd'hui, je dis on est un petit peu au-dessus de 7. Mais c'est encore une fois le sujet du point d'entrée. Ça ne dégrade pas la performance. C'est un fonds qui est encore très agile. Il fait quasiment 50 millions d'euros sur un marché qui fait 500 milliards. On n'a aucun problème à pouvoir mettre au travail l'épargne qui nous est confiée. Donc ça ne dégrade pas. C'est juste que les clients peuvent avoir des points d'entrée différents et donc à la fin une performance peut-être un petit peu différente. Ok, merci. Une question de Édouard C, qui a priori juge le rendement de Corum XL décevant. C'est juste mais pourquoi le rendement de Corum XL est-il décevant? C'est Édouard C qui nous pose la question, donc je te la relais. Je suis étonné parce que le rendement de Corum XL, la performance annoncée, c'est 5% et on a toujours été au-dessus, y compris d'ailleurs depuis le début de l'année. Mais je peux peut-être donner un éclairage. Corum XL, on en a parlé, est dépendant aussi du niveau de la livre. Ça fait partie de la stratégie de Corum XL et notamment à long terme. On en reparlera au moment notamment où on commencera à vendre des immeubles au Royaume-Uni. Il se trouve que Corum XL a 4 moments d'encaissement dans l'année des loyers, puisque ce sont des loyers trimestriels payés par les locataires pour la majorité, et notamment au Royaume-Uni. Ce qui veut dire que Corum XL a encaissé des loyers au mois de décembre 2022, puisque les loyers sont payés en avance, et en mars 2023, qui étaient 2 moments où la livre était plutôt basse, en moyenne autour de 1 pound vaut 1,13 €. Donc ça a forcément eu un impact sur le rendement de Corum XL. Cela est également à mettre en perspective avec, comme je l'ai dit sur Corum tout à l'heure, l'augmentation de prix de part de Corum XL qui a également eu un impact, de plus de 3%, puisqu'on a augmenté le prix de part de plus de 3%, donc même sujet, on augmente le dénominateur, ça baisse la performance. Ceci étant dit, parce que c'est quand même important de finir sur une bonne note, on a dit aussi que la livre était remontée. Et il se trouve qu'on a eu plutôt une période au mois de juin assez intéressante de la livre avec un pound qui valait parfois un peu plus d'1,17 €. Et c'était le moment d'encaissement des loyers du 3e trimestre 2023. Okay. Donc mécaniquement, dès le mois de juillet, on va voir un impact positif sur le rendement de Corum XL. Et ce que tu peux rappeler, c'est que la performance de Corum XL, depuis le début de l'année, elle est supérieure à son objectif. À son objectif, oui. Après, tu ne l'as pas dit, mais c'est important de le rappeler. Je l'ai dit au début, j'ai dit on a toujours été supérieur aux 5% de performance. Mais après, si on a un client qui nous dit ça, on peut aussi le voir comme quelque chose de positif en disant qu'on a mis la barre très haut. Oui. Une question de Pierre S. Quid de l'évolution de la liquidité sur les CPI Corum? Quel est le délai d'attente pour trouver la contrepartie et comment ce délai évolue-t-il? Il n'y a pas vraiment de délai d'attente parce que la liquidité, elle est assurée. Quelqu'un qui souhaite effectuer un retrait, donc se faire rembourser, je rappelle que c'est des CPI à capital variable et donc c'est l'épargne des nouveaux investisseurs, des nouveaux épargnants qui va permettre d'assurer la liquidité de ceux qui veulent sortir. Donc. Je pense qu'on peut même donner une réponse très claire et tu es peut-être même mieux placé que moi pour la donner parce que tu le vis au quotidien, mais je pense qu'aujourd'hui, en une semaine, ah oui, après c'est réglé, le temps pour nos équipes d'effectuer l'opération et de demander à notre banque de faire le virement. Mais oui, on n'a pas une dizaine de jours pour avoir l'argent sur le compte. Une dizaine de jours pour être... Mais la liquidité est parfaitement assurée aujourd'hui dans nos SCPI qui ont un niveau de collecte, comme on l'évoquait, très important. Donc il n'y a aucun sujet à ce niveau-là, chez nous. Ok. Une question pour toi, Olivier, donc de Nicolas V. On voit beaucoup de nouveaux fonds obligataires datés au regard du contexte favorable. C'est ce qu'on a rappelé notamment lors du précédent webinaire au mois de juin. Pourquoi choisir Corum Butler Entreprise? C'est une bonne question. Non, je pense qu'on est assez unique. C'est peut-être pas très humble de dire ça, mais c'est vrai qu'on est assez unique chez Corum, puisqu'on est vraiment des spécialistes de ce marché des obligations à haut rendement européennes. On ne fait quasiment que ça, et surtout depuis très longtemps. On a une équipe qui est très stable, qui travaille ensemble pour la plupart des spécialistes obligataires de l'équipe depuis plus de 15 ans, qui est sur ce marché en moyenne depuis également une bonne quinzaine d'années, ce qui fait de nous des acteurs vraiment historiques de ce marché qui est pas si vieux finalement, qui a commencé au début des années 2000. Donc on a accompagné la croissance de ce marché, on le connaît parfaitement. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, on en a un petit peu parlé tout à l'heure,
on a un historique de performance. Hein, je pense au fonds BCO, qui est notre stratégie historique, au fonds BEHY. On l'a vu tout à l'heure sur une des diapositives. On a 3 de nos fonds qui ont la meilleure récompense. Je parlais de Morningstar, cet institut indépendant qui note la qualité des fonds. Ça ne s'obtient pas comme ça. C'est vraiment du travail sur la durée, une analyse de ces fonds-là sur la durée. Donc une équipe stable, experte depuis très longtemps sur ce marché et avec des performances bien au-dessus du lot pour la gamme Coram Butler. Donc je pense que ça milite pour considérer sérieusement Coram Butler entreprise. Merci. Question pour toi, Philippe. Question de Gérald T. Gérald T qui nous a adressé plusieurs questions. Pourquoi ne vendez-vous pas les immeubles de Yekla ? Tu pourras peut-être dire quels sont ces immeubles de Yekla, non loués depuis plusieurs années et qui représentent plus de 54% de la surface vacante totale de Coram Origine. La surface vacante, je précise. Pourquoi tu ne les vends pas ? Pourquoi on ne les vend pas ? C'est très simple. Donc Yekla, c'est dans le sud de l'Espagne. C'est 2 entrepôts industriels qui sont vacants. L'an dernier, je vais être très transparent sur le sujet, l'an dernier, on était en discussion avec un candidat locataire sur un bail très long et un niveau de loyer qu'on trouvait un peu bas. Et en fait, au cours de nos négociations, on a décidé d'arrêter de notre fait. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé d'arrêter les négociations avec ce candidat locataire ? Parce que il y a l'autoroute de Murcie en Espagne qui va passer, elle va être livrée en fin d'année 2023 devant nos 2 bâtiments. Et je ne veux pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais quand on parle de bâtiments industriels et logistiques, avoir un embranchement d'autoroute devant, ça crée énormément de valeur pour un bâtiment, ce qui veut dire que ça va pousser à la fois les niveaux de loyer de marché à Yekla vers le haut et les taux de rendement à la baisse, donc les prix à la hausse. Donc on a fait le choix de la patience pour aller chercher plus de valeur. Et on va réengager ce qu'on appelle une commercialisation, qui sera d'ailleurs... Donc une recherche de locataire. Une recherche de locataire, qui sera d'ailleurs, j'allais dire, à la vente ou à la location, on fera probablement les 2. Une fois que cette autoroute sera livrée, parce que ça va créer plus de valeur sur ces immeubles. Ok, donc Yekla, c'est une partie des immeubles vacants de Coram Origine, mais on peut peut-être rappeler ce qu'on appelle le taux d'occupation de Coram. 96%, plus de 96% avec une vacance qui fait que de se réduire sur les 2 dernières années. Donc une vacance, c'est la partie du patrimoine qui n'est pas louée ou pour lesquels les loyers ne sont pas payés. Et certains immeubles qui avaient été vacants pendant un moment, on peut penser à des immeubles en France comme Juvignac ou Saint-Nazaire ou Braga au Portugal, où H&M avait profité du Covid pour partir, qui ont été reloués au cours des 12 derniers mois, ce qui fait progresser ce taux d'occupation moyen sur Coram Origine. Ok, merci. Olivier, à toi. Ce sera peut-être une des dernières questions parce qu'on est en train de dépasser le temps qui nous était imparti. Une question de UXC sur le segment du haut rendement où vous investissez actuellement dans Coram Butler Entreprise. Quel est le taux de défaut qu'on constate à l'heure actuelle ? Et à partir de quel niveau de défaut, donc de défaillance, le rendement passerait en dessous de 0 ? Donc on parle de maintenant et d'une situation catastrophe. Maintenant, alors en 2022, le pourcentage de défaut sur ce marché des obligations à haut rendement européenne, il était de 0,4%. Donc on parle vraiment on est quasiment à 0. Aujourd'hui, on est peut-être très légèrement au-dessus, mais c'est tellement faible qu'il suffit d'une entreprise pour que ça fasse bouger un petit peu le... Oui. Effectivement, là, on a Casino qui est sur le point de faire défaut. Ça va facialement faire monter, évidemment, ce taux de défaillance, alors que, je l'ai dit, globalement, les entreprises sont en très bonne santé. Donc, on est toujours, aujourd'hui, dans un environnement de taux de défaut quasiment nul. J'ai dit tout à l'heure qu'on pensait que ça allait légèrement augmenter. Après, la question, effectivement, c'est... Qu'est-ce qu'il faudrait pour que avec ce niveau de rendement-là, on puisse arriver en territoire négatif à l'arrivée. Alors nous, on fait ce genre d'analyse de scénario, en fait, en fonction des taux de défaut. Ça, c'est ce qu'on appelle le scénario fin du monde, puisque je rappelle juste que le maximum des défauts en une année qui a été constaté, c'est en 2009. C'est la crise financière, c'était une petite dizaine de pourcents. Ok, donc là, on était à 0,4 en 2022 et en 2009, on était à 10%. Le pire taux de défaut qu'on a constaté, historiquement, c'est pendant la très grande crise financière de 2008, et ça s'est produit l'année suivante, en 2009, ça a été 10%. Et donc, d'après nos hypothèses, il faudrait ce taux-là, de 10%, tous les ans,
jusqu'à la maturité du fonds, jusqu'en 2029, pour pouvoir arriver avec une valeur liquidative négative. Donc avoir un scénario véritablement catastrophe où on aurait un 2008-2009 tous les ans. Une crise financière comme on l'a vécu. Encore une fois, c'est la puissance de ce rendement embarqué. Je sais que tu aimes beaucoup cette expression, Baptiste, mais le niveau de rendement est tellement élevé que ça protège finalement d'un nombre de défauts très importants. Okay. Je rappelle que quand on avait des rendements de 3% par exemple en fin 2021, là on n'était pas très protégé. Là aujourd'hui on est protégé contre un scénario vraiment très, très difficile. Ok. Et dernière question. Il y en a encore un certain nombre, mais malheureusement on ne pourra pas répondre à toutes, mais on les a reçues, elles sont enregistrées évidemment et nous tâcherons d'y répondre dès que possible. Mais une dernière en direct pour toi, Philippe, une question de Bernard B. Quel est l'impact des achats dans les pays baltes compte tenu de la crise en Ukraine ? L'impact des achats dans les pays baltes. Les immeubles qui ont été achetés, je pense à la Lituanie par exemple. C'est extrêmement faible parce qu'en fait, donc Quorum XL n'a pas d'immeuble dans les pays baltes. Quorum Origine et Quorum Orion. Quorum Orion, on a un qui est très faible, qui doit représenter... Qui est en Lettonie, Qui est en Lettonie, à Riga, et qui doit représenter 0,5% peut-être du patrimoine de Quorum Orion, ou 1% maximum. Et Quorum Origine, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que c'est aujourd'hui dans le patrimoine de Quorum Origine, c'est moins de 3%, les pays baltes. Donc déjà, au global, c'est extrêmement faible. Ensuite, l'impact de la guerre en Ukraine, zéro. Zéro parce que aujourd'hui, dans les pays baltes, nos locataires, ce sont des très grosses entreprises. Alors, par exemple, à Riga, dont tu parlais, on a l'AMF local, on a Starbucks, Costa Coffee, pardon. C'est des entreprises qui sont assez importantes. On a une très grosse entreprise finlandaise, une très grosse coopérative qui fait des milliards de chiffres d'affaires. Donc, ce n'est pas des entreprises qui ont été touchées par la guerre en Ukraine, ni directement ni indirectement. Ce n'étaient pas des entreprises qui dépendaient, par exemple, de grosses importations russes. Donc aujourd'hui, on n'a aucun sujet dans les pays baltes, il n'y a aucun défaut de paiement. Au contraire, c'est plutôt des locataires qui payent extrêmement bien. C'est d'ailleurs parmi nos locataires qui étaient les meilleurs payeurs et les meilleurs en termes de comportement pendant la crise du Covid. Donc honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas d'impact. Ok, merci. Comme je le disais, c'était la dernière. Merci pour vos réponses, de vous être prêtés à l'exercice. J'espère qu'on a pu vous répondre clairement et de manière intelligible. Encore une fois, s'il y avait des questions auxquelles nous n'avions pas répondu, il y en a certainement. Nous tâcherons d'y répondre assez vite. En tout cas, merci d'avoir passé cette heure avec nous, parce que finalement, ça a pris 1 heure de répondre à toutes ces questions. Donc merci à tous les deux. Merci à tous nos participants et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.